Le patron du groupe avec propriétaire de la clinique mutualiste de Grenoble, Bernard Bensaïd, placé en garde à vue pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Les syndicats à l'origine de la plainte appelaient à une journée clinique en deuil et la nomination d'un administrateur provisoire. Comment ST Microelectronics est-elle devenue une entreprise à la renommée mondiale qui a enregistré une croissance de 25% en 2021 ? L'histoire de l'industriel spécialiste des semi-conducteurs passe par l'Isère, forcément par Crolles et Grenoble, où se construit une nouvelle usine. Et puis le prix Louis Blum de la ville de Grenoble et du CRIF qui met à l'honneur un engagement contre le racisme et l'antisémitisme remis dimanche aux principaux acteurs de la commission d'enquête sur la spoliation des biens juifs en Isère de 1940 à 1944. L'un de ses lauréats, l'historien Tal Brugman, est l'invité de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 9 janvier 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La manifestation avait été annoncée la semaine dernière. Les salariés de la clinique mutualiste de Grenoble, rejoints par les médecins et le collectif des usagers, appelaient à se rassembler entre midi et 2 devant l'établissement. Ils entendaient protester contre un conseil d'administration qui devait valider un prêt du GHM vers Doctocare, mutuelle du groupe Avec, repreneur de la MUT en octobre 2020, alors que 6,5 millions d'euros avaient déjà été ponctionnés. Les syndicats avaient d'ailleurs déposé une plainte à ce sujet et ce matin, coup de théâtre, on apprenait que le président du groupe Avec, Bernard Bensaïd, avait été placé en garde à vue à Paris. Ses locaux perquisitionnés, il a été entendu dans la journée par un juge grenoblois, ce qui va peut-être changer la donne. On ne peut pas se réjouir de la mise en garde à vue d'une personne. En plus, c'est le président du groupe Avec. Par contre, je dois être honnête avec vous, on est soulagé. Pourquoi on est soulagé ? Parce que la garde à vue a fait que le conseil d'administration a été ajourné, il n'a pas eu lieu. Et comme le conseil d'administration a été ajourné, il n'y a pas eu de mouvement de trésorerie de 2,7 millions d'euros qui était initialement prévu. Donc oui, on est quand même soulagé parce qu'on a pu garder cet argent. Nous, ce qu'on espère, ce qu'on demande, c'est la mise sous protection de l'établissement. C'est-à-dire qu'on pense que ces décisions, elles sont délétères pour l'établissement, délétères pour la santé, pour la prise en charge des patients. Et ce qu'on demande, c'est la mise sous protection, c'est-à-dire que ce genre de décision ne puisse pas être prise, que l'argent qui est dédié aux soins des patients reste pour le soin des patients et qu'il ne soit pas transféré dans des structures dont la finalité n'est pas la même. Au niveau de la gouvernance et de ce qui se passe actuellement, au niveau des actualités, c'est compliqué à vivre. Mais on se raccroche vraiment sur la prise en charge des patients, sur nos missions au quotidien. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que M. Bensaïd a toujours le carnet de chèques de l'UMGHM, c'est toujours lui le patron. La situation ne va pas changer. Parce que même s'il y a un nouveau directeur qui arrive, il y en a déjà eu un précédent, un autre, c'est M. Bensaïd qui décide de tout. Donc voilà, pour l'instant, il faut être observateur de ce qui va se passer, être dans l'action, faire notre travail tout simplement, et voir demain ce qui va pouvoir se mettre en place. Parce qu'effectivement, derrière, si le groupe Avec est dans une situation économique qui fait qu'ils vont déposer le bilan, ce qui n'est pas improbable, eh bien, les choses vont changer. L'UMGHM sera à vendre de nouveau ou à céder, ou, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui. Donc pour l'instant, on ne peut que attendre les situations qui vont se présenter à nous. Et dans un communiqué, le groupe Avec a répondu que ces accusations n'étaient, je cite, pas fondées en droit et qu'elles s'inscrivaient dans un combat procédurier. Lors d'une sortie organisée par le club alpin français, samedi, une alpiniste de 31 ans a fait une chute mortelle depuis l'arête nord du Grand Colomb en Beldonne. Elle a dévissé sur plusieurs centaines de mètres dans un couloir neigeux et est décédée sur le coup. Le groupe d'une dizaine de personnes évoluait avec crampons et piolets, mais la corde se serait avérée trop courte pour tous les attacher. Une enquête a été ouverte. Quand je serai grand, je serai technicien chez ST Microelectronics. D'ici 4 ans, le géant du semi-conducteur devra recruter 1 millier de personnes sur notre territoire pour répondre au plan France Relance 2030 et lance pour cela, avec le concours de l'éducation nationale, une école pour former des techniciens de maintenance. 15 alternants débuteront les cours en mars, avec à la clé peut-être une place chez le premier employeur privé de l'Isère et aussi perpétrer l'histoire. Arthur Glory.
C'est une histoire vieille de 50 ans. En 1972, le laboratoire grenoblois Leti pose la première pierre. ST Microelectronics naît en 1987 de la fusion de la société italienne SGS et de la française Thomson Semiconductor. ST n'a depuis jamais quitté l'Isère. L'entreprise aux 48 000 employés est présente à Grenoble et Crolles, deux sites stratégiques où elle profite de nombreux avantages. Je pense qu'on a un écosystème riche. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille avec aussi les laboratoires, que ce soit l'écosystème, avec les incubateurs, avec les startups. Toute cette innovation est riche en innovation, donc recherche de talents, mais aussi continuer à développer nos talents sur le territoire, et une des forces bien sûr d'ST ici en Isère. À Grenoble, ST a créé un véritable pôle pour la recherche et le développement. Microcontrôleur, composant de radiofréquences, ici l'entreprise laisse libre cours au projet. Tout est pensé avec les clients, de l'architecture au développement. C'est un kit qui permet à des jeunes de pouvoir tester un certain nombre de fonctions de façon ludique et d'apprendre à programmer en fait, les microcontrôleurs. Mais c'est à Crolles, sur un site de 44 hectares, qu'ST produit ses micro-composants. Chaque jour, 5000 employés se relaient 24 heures sur 24 pour créer des plaquettes de 300 mm avec des matériaux 1000 fois plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. On fabrique la puce par ajout successif de différentes couches, comme on fabriquerait un immeuble de 30 ou 40 étages, en bâtissant chaque étage l'un après l'autre. Le procédé de fabrication de la puce prend environ 3 mois et nécessite plusieurs centaines d'opérations successives pour bâtir les unes après les autres les différentes couches de matériaux que compose la puce. Et le site s'agrandit avec une nouvelle méga-usine en construction. Ce nouvel équipement va permettre de doubler la production à Crolles. L'entreprise atteindrait les 620 000 plaquettes par an. ST Microelectronics est lauréat de l'année 2022 des trophées Présence. C'est à l'honneur du premier numéro de l'année d'Alpes Décideurs. À suivre sur Télé Grenoble mardi à 21h15. Retour à présent sur les résultats sportifs du week-end qui seront développés à la fin de ce JT dans le Sport Express. La Coupe de France sourit au GF38 qui a gagné son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France. Donc les Grenoblois sont allés battre Nîmes 1-0 vendredi dernier et ont eu droit au tirage au sort. Alors ça c'est du rugby et ça c'est du hockey, vous l'avez vu. Alors en hockey sur glace on y va. Les Brûleurs de Loup qui affronteront Gap en finale de la Coupe de France ont pris l'ascendant psychologique vendredi soir en battant les Rapaces en Ligue Magnus 4-1. Une victoire qui maintient les Grenoblois à la tête du championnat. Les Brûleurs jouent demain mardi contre Cergy en déplacement. Après Simone Veil, BAT, Serge Klarsfeld, les Justes de l'Isère ou Marek Alter, le prix Louis Blum qui récompense une association ou une personnalité qui s'est engagée pour la préservation de la Shoah, la défense des droits de l'homme et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce prix a été remis dimanche par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et la ville de Grenoble, la ville compagnon de la Libération. Un prix remis donc aux anciens élus Michel Desto, Michel Bénichou, Georges Lascar. Et à vous, Tal Brutman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grenoblois, historien, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme. Ce prix, il vient récompenser aussi le travail de la commission d'enquête sur la spoliation des biens juifs en Isère entre 1940 et 1944. La création de cette commission, à la fin des années 90, au début des années 2000, c'était une première. C'était une première en France qui a été suivie par quelques autres villes, très peu, Lyon, Bordeaux et Marseille, et qui a une activité beaucoup plus importante que toutes les autres villes, puisque la commission a été créée en 1997. Moi, j'avais été recruté début 2001 pour commencer les travaux, et l'engagement des élus a fait que les travaux ont pris de plus en plus d'ampleur, et que donc on a continué les travaux pendant une décennie jusqu'en 2010, et ensuite la commission avait demandé à ce qu'il y ait des expositions qui soient réalisées à destination d'abord du public grenoblois, puis ensuite à Paris. Alors, vous avez travaillé durant donc une dizaine d'années. Vous avez comment ça s'est passé? Il a fallu aller fouiller dans les archives. Vous avez trouvé quoi? Des documents? Oui, alors une grande partie du travail, ça a été d'identifier les archives qui étaient susceptibles de répondre aux questions qui étaient posées. Et une des spécificités qui sont notamment propre à la France, c'est l'hypercentralisation du pays, ce qui fait
quand on doit consulter des archives en histoire, on doit aussi bien travailler en local, donc les archives départementales de l'Isère, ou en hyperlocal, celles des villes comme celle de Grenoble, mais aussi à Paris, aux archives nationales. Et donc une grande partie du travail, ça a été d'identifier les fonds d'archives qui étaient susceptibles d'apporter des éléments de réponse, ce qui veut dire un long travail de dépouillement, parce que quand on se présente aux archives, il n'y a pas un dossier qui nous attend et qui nous donne les réponses. Il faut savoir... on ne va pas à la lettre S, spoliation, et puis tout sort. C'est pas comme ça. Ça serait bien, mais non, c'est pas comme ça du tout. Par exemple, un des principaux fonds d'archives, mais c'est loin d'être le seul, c'est celui du Commissariat général aux questions juives. Il y a plus de 70 000 dossiers qui ne sont pas classés par ordre géographique ou alphabétique. Il faut savoir comment naviguer dedans. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, une partie du problème, ça a été d'identifier les dossiers qui pouvaient répondre aux questions qui étaient soulevées par la commission, mais qu'il fallait compléter aussi par d'autres fonds d'archives, ceux du ministère de l'Intérieur, ceux des services fiscaux, ceux des notaires, etc., etc. Donc, il s'agit tout à la fois de trouver les fonds, de les analyser, ce qui constitue une autre étape, puis ensuite de faire tout un travail qui consiste à essayer de comprendre comment les choses se sont mises en place politiquement, à la fois au niveau du gouvernement de Vichy, puis ensuite localement, au niveau de la préfecture, puis ensuite au niveau des différentes communes. C'était un ordre qui avait été donné par le gouvernement de Vichy ? C'est une politique décidée par Vichy à l'été 1941 et qui est mise en œuvre sur l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire aussi bien la métropole qu'à l'époque les départements d'Algérie, mais aussi tous les territoires de l'Empire. Donc c'est une politique qui a été menée à travers tout ce qui était la France de l'époque. Alors on va revoir quelques documents. Ces documents, ça peut être des mises en vente aux enchères, ce genre de choses. Ces documents-là, sans quoi ils sont intéressants pour partie de ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que ce sont des documents qui étaient publics. Parce qu'on a affaire à une politique publique au sens fort du terme, puisqu'il s'agit pour l'État français de spolier les Juifs, de confisquer leurs biens et de trouver de nouveaux acquéreurs. Autrement dit, ça passe par tout le circuit classique des ventes avec les assurances qui jouent un rôle, les architectes qui estiment les biens immobiliers, par exemple, ou les gestionnaires et autres experts comptables qui estiment les entreprises, et in fine, les ventes aux enchères, soit en maison de vente aux enchères, soit devant notaire. Et donc l'idée, c'est vraiment de priver les Juifs de ces biens, pas forcément pour l'État de les récupérer. Non, l'essentiel, c'est de faire passer, d'où le terme qui a été inventé par les nazis et repris par Vichy, d'arianiser, de rendre arien au sens propre du terme, de le confisquer à un juif pour le donner à un arien. Et donc l'arianisation a comme objectif de prendre les biens qui appartiennent aux juifs, de les vendre en gros au prix du marché pour pas que le marché baisse, auquel cas tout le reste du marché... Tout est calculé. Voilà, tout est pensé. Et les sommes qui sont dégagées viennent à l'État et notamment au Commissariat général aux questions juives qui s'autofinancent en fait sur la spoliation des Juifs. Est-ce que vous avez été étonné par l'ampleur du phénomène ? Il est considérable puisqu'il implique des centaines d'employés, autrement dit des agents de l'État, mais aussi des milliers de ce qui s'appelle à l'époque des administrateurs provisoires, à qui le Commissariat général confie la gestion d'un bien qui a été spolié, le temps qu'il soit vendu ou liquidé. Donc vous avez des milliers de personnes qui sont directement concernées, et ensuite vous avez des dizaines de milliers de personnes qui interviennent tout au long du processus, jusqu'à la vente et à la transition vers de nouveaux propriétaires. Mais ça implique vraiment des pans entiers de la société française. Les journaux de l'époque se battent pour avoir les annonces puisqu'elles sont payantes. Les affiches que vous avez montrées à l'écran montrent à quel point c'est quelque chose qui est installé dans les cités, c'est-à-dire dans les villes, dans les villages où il s'avère qu'un juif résidait là. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde voit, puisqu'on interpelle les gens, on leur dit que le bien, la nature du bien est citée. Celui qui le vend, le Commissariat général aux questions juives, est écrit noir sur blanc. Donc on ne peut pas se tromper sur la nature du bien. Et on voit l'impact que ça a au quotidien, ce qui ne veut pas dire que tout le monde est au courant, mais il y a des moyens de savoir ce qui se passe. Est-ce que ces dépossessions ont pu favoriser les rafles ? Ça joue un rôle très large dans l'organisation de la solution finale en France, notamment parce qu'en dépossédant les personnes, on les fragilise au sein de la société, notamment pour ceux qui sont soit des émigrés qui connaissent peu de gens autour d'eux qui peuvent les aider, ou en privant des gens qui sont bien installés socialement ou pas bien installés socialement, de tous leurs revenus. Autrement dit, quand les rafles commencent et qu'il s'agit d'opter pour la clandestinité, ça nécessite de l'argent. Or, on a privé les gens de leurs moyens de subsistance. Donc ça joue un rôle considérable dans la traque et dans la fragilisation des possibilités qu'ont les gens d'échapper à la traque par la police française ou ensuite par l'occupant allemand.
Est-ce qu'après la guerre, ces biens ont pu être rendus? Une très grande partie des biens ont été rendus, environ un peu plus de 90%, et très rapidement, avant la fin des années 40, avec un problème qui n'avait pas été compris par le législateur, mais qui n'a pas été compris en fait par tout le monde, c'est que la restitution a été pensée sur un mode relativement simple. Il faut que la personne spoliée vienne réclamer la restitution. Or, la Shoah étant un processus de destruction, c'est des familles entières qui ont disparu. Autrement dit, dans un certain nombre de cas de figure, il n'y a plus personne pour réclamer la restitution du bien. Et donc, une proportion d'environ 10% est restée aux mains soit des acquéreurs, soit de l'État, soit des banques ou d'autres institutions. Une exposition avait présenté une partie de vos découvertes au Palais du Parlement en 2010. C'était important, là aussi, de donner accès au public à ces documents comme ils avaient pu l'avoir Exactement. en 1940. C'était une volonté très forte des élus qui voulaient qu'il s'agisse non seulement d'un travail scientifique, mais aussi d'un travail de vulgarisation destiné d'abord à la population grenobloise et ensuite à un public encore plus large à Paris, et qui permettait de montrer cette politique-là qui avait été très largement oubliée justement en raison de la Shoah. Cette politique-là, elle a quelque chose de très particulier qu'on tend à oublier. Le droit à la propriété privée est garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen depuis 1789. Or, justement, Vichy a interdit la propriété privée aux Juifs. Et c'est une attaque vraiment très importante, mais dont la violence a été ensevelie par la violence de l'assassinat de masse qui a suivi. Et cette commission, c'était son travail d'essayer en tout cas de le faire du mieux possible. Et vous l'avez fait, de redonner un petit peu de l'histoire, de rendre l'histoire. Et si on veut en savoir plus, je signale que les presses universitaires de Grenoble avaient en 2010 édité votre étude Arianisation, puisque c'était le terme, économique et spoliation en Isère de 1940 à 1944. Alors je précise qu'on ne le trouve plus sur le site internet des PUC, je suis allée le vérifier, mais il doit se trouver dans toutes les bonnes bibliothèques d'études normalement. Il avait été envoyé à toutes les bibliothèques de la ville et même du département de mémoire. Voilà. Merci beaucoup, Tal Brunel. Merci à vous. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.